Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète, un des premiers enregistrés en 2026, après la nouvelle année, même si pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est transparent parce que j'avais encore un stock d'épisodes enregistrés en 2025 à publier en ce début 2026, mais c'est donc mon premier invité de 2026, Romain Trublard, qui a pris son clavier, qui m'a envoyé un message il y a quelques temps pour me raconter un petit peu son histoire. Évidemment, opportuniste comme je suis, j'ai rebondi dessus, je lui ai dit viens sur le podcast, on va en parler. Déjà, bonjour Romain. Bonjour Armano, bonne année. Merci. C'est début d'année 2026, merci. Et je te félicite, tu nous expliqueras un petit peu pourquoi, mais tu as un très beau micro, donc normalement, le son doit être très agréable dans les oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs. Écoute, comme je le fais toujours, même si en ce moment, il y a un petit sujet qui tourne autour de LinkedIn, enfin sur LinkedIn, normalement, ce n'est pas les invités qui doivent se présenter, mais moi, je n'en démordrai pas. Je veux que mes invités se présentent, en tout cas, qu'ils disent ce qu'ils pensent avoir à dire sur eux, puis après, moi, je vais aller chercher la petite bête, ou plutôt aller fouiller un petit peu dans leur histoire, mais je te tends le micro et je te laisse te présenter. Dis-nous tout, qui est Romain Trublard. Alors, du coup, moi, j'ai 32 ans, je suis angevin. Alors, moi, je viens d'Angers. Je suis pas originaire d'Angers, je suis originaire de Caen, en Normandie, mais j'habite Angers, une région bien plate pour faire du cyclisme, malheureusement. Parce que je suis avant tout cycliste et triathlète. Triathlète depuis 1 an. En parallèle, je suis à mon compte dans la data. Donc, je suis consultant en web analytique pour ceux que ça parle. Donc, je pose plein de petits scripts sur les sites e-commerce et dans un but de faire du reciblage publicitaire notamment. Donc, quand vous allez sur un site pour regarder les dernières roues ou les dernières paires de pompes de trail ou de route, et derrière, quand on vous propose de la publicité, c'est grâce à Bibi. Donc, toi, les fameux cookies, des trucs comme ça, voilà, c'est toi qui poses ça. Exactement, c'est à 100% mon métier. Tu pourrais quand même poser des barres énergétiques plutôt que des cookies. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Blague 90 grammes de glucides par heure. Ça, c'est ton métier. Donc, tu es consultant, tu es mon métier. Et à côté de ça, je suis triathlète. Alors, je ne sais pas si je peux dire que je suis triathlète, mais je fais du triathlon en tout cas. C'est-à-dire que je suis triathlète. J'ai l'impression qu'il y a un statut autour de ça, qu'il faut repasser certaines barrières, mais je fais du triathlon depuis 1 an. À l'origine, je faisais de la course à pied et du cyclisme. Alors, du cyclisme, ça fait 2 ans que j'en fais. Course à pied, puis plus d'années. Et puis, on y reviendra sans doute, mais en me baladant un peu sur YouTube, j'ai découvert cet univers du triathlon. Je me suis lancé l'année dernière et j'ai fait mes premières courses l'été dernier. Maintenant, avec des beaux objectifs devant. Bon, excellent, on va pouvoir en parler. Je rebondis, tu es Canet à la base, on est un peu frères ennemis. Moi, je suis Rouennais à la base, donc Rouen. Bon, on est normand, moi haut normand, toi bas normand. Bon, maintenant, on est normand tout court parce que ça n'existe plus cette distinction. Ça va. Non, ça va. Petit coucou à un petit coucou à Clarisse qui nous écoutera certainement. Un gros bisou même à Clarisse qui, elle, est à Vraise. En tout cas, d'adoption. Bon, et du coup, comment de Caen t'arrives à Angers ? Alors, j'ai fait mes études à Bordeaux. D'accord, Angers, Bordeaux, okay. Du coup, je suis arrivé dans le sud-ouest. Je suis resté quelques années dans le sud-ouest. J'ai rencontré mon épouse dans le sud-ouest. Et puis, un jour, on s'est dit, on va changer de vie. On a regardé un petit peu les villes qui étaient sympas en France. On a vu qu'il y avait Angers, qui était la ville la
la plus agréable de France, en tout cas à l'époque. C'est encore le cas, enfin, à mes yeux en tout cas. Et en fait, on a cherché du boulot sur Angers. On est arrivé comme ça il y a 5 ans. Donc, comme quoi, le marketing, ça fonctionne bien. Parce que Angers, c'est bien marketé et enfin, on est vraiment bien ici. Ah ouais, c'est Donc, bien marketé. Mais, on arrive à donc, Angers. donc là, maintenant, tu es à ton compte. Alors, juste pour situer, hein, vous prenez la France, vous avez la pointe sur la gauche qui est la Bretagne. Donc, un petit peu en dessous de la pointe, il y a Nantes. Et puis, quasiment sur la même horizontale, il y a Angers. Donc, t'es C'est pas dans ça. le nord, En- t'es pas dans le sud, t'es à l'ouest, quoi. On sait pas trop où. C'est ça, à l'ouest, dans la douceur. La douceur angevine, on dit. Exactement. T'es arrivé là pour le boulot, mais ça veut dire que c'est récent le fait que tu te sois mis à ton compte ou c'est Ouais, plutôt c'est pour trouver un 3 boulot ans. pour ton épouse? Non, non, j'étais salarié et puis au fil du temps, j'ai trouvé un boulot. J'ai bossé 2 ans dans le marketing enfin 1 an et demi dans le marketing sur Angers. Puis j'ai fini par me lancer en tant que freelance. Et là, ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Et enfin, pour le triathlon, c'est un avantage certain, hein. J'en parle souvent avec des collègues du club de vélo le dimanche matin. Bah, moi, j'arrive à caler entre 15 et 20 heures de sport par semaine. C'est impossible, ou du moins c'est très compliqué à faire lorsqu'on est salarié. Moi, j'ai la possibilité à 15 heures l'après-midi de me dire je vais aller faire 1 heure de vélo. J'aménage mes horaires comme je veux. Donc quand on fait un 8 heures, 18 heures, bon, on peut se lever à 5 heures du matin, on peut se coucher à 23 heures, mais ça amène beaucoup plus de contraintes. On n'a pas d'enfant avec mon épouse, donc ça joue aussi sur les contraintes en moins. Mais voilà, c'est ce cumul-là, on va dire ce cocktail-là qui fait que ça facilite quand même cette double vie d'entrepreneur sportif. Bon, c'était pour ça que je t'emmenais là-dessus, hein, parce que d'un point de vue pro, c'est vrai que ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le triathlon. Quoique, on pourrait peut-être en parler, hein. Moi, j'aimerais bien faire du retargeting pour devenir triathlète, pour faire découvrir le podcast encore plus à plein de pratiquants ou de futurs pratiquants. Mais ouais, c'était vraiment pour comprendre un petit peu quel intérêt tu trouves aussi à ton statut d'indépendant, de freelance. Alors, j'imagine que de temps en temps, quand tu vas chez les clients, tu dois aussi ajuster ton agenda. Mais en tout cas, ça te donne cette flexibilité-là de bosser quand tu veux, t'entraîner quand tu veux, et puis trouver ton équilibre comme ça, quoi. C'est ça. Alors, je vais très très peu chez les clients. Je travaille pratiquement à 100% en distanciel. Ça m'arrive de monter sur Paris pour des événements ou parfois même d'aller à l'étranger, mais la plupart du temps, je suis quand même à la maison. Ce qui fait que oui, enfin, c'est un avantage indéniable. Bon, revenons un petit peu sur toi et ta rencontre avec le sport. Elle se fait à quel moment? Parce que tu nous dis que ça fait qu'1 an que tu es triathlète. Avant, tu étais coureur, cycliste, mais la rencontre avec le sport chez toi, elle se fait à quel moment? La rencontre avec le sport, elle se fait après mes études, parce que j'étais vraiment pas le mec sportif, hein. J'étais plutôt le mec en surpoids. Bon, je fais 1m93, je faisais une centaine de kilos à la fin de mes études. Effectivement, La là, en malbouffe, vidéo, en pour ceux fait. qui sont sur YouTube, ça se voit, hein, en surpoids. Aujourd'hui, je suis pas en surpoids, c'est sûr. Aujourd'hui, je fais plus 1m93 pour 73 kilos, plus le physique cycliste. Mais ouais, j'ai perdu une trentaine de kilos avec le sport au fil des années. J'ai commencé à courir en 2017 ou 2018, 2018 je pense. Mais enfin vraiment sans objectif, quoi. Je commençais à courir des 5 km, 10 km, mais comme Attends, je ça le t'arrête. week-end, Euh, les Je semaines. je t'arrête là justement parce que tu me dis la rencontre avec le sport, elle s'est faite après tes études, quand tu étais Ouais. un petit peu en surpoids, ou disons que tu étais bien en chair, on va dire ça comme ça. Et cette rencontre avec le sport, elle se passe comment? C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te dis tiens, j'ai envie de faire du sport, ou tiens, j'ai envie de maigrir, donc ça va passer par la course à pied, ou tu es d'abord passé par une phase, au-delà de la phase d'acceptation et tout ça, hein, mais t'es déjà passé, avant, est-ce que tu es passé par une phase de préparation de ton corps, un petit peu de PPG, un petit peu d'exercice? Souvent, les gens qui se mettent à courir, ils ont enfin, quand c'est pas jeune, ils découvrent un peu le sport par la salle de sport ou par des foot avec des potes. Enfin, toi, c'est venu comment? Moi, c'est venu parce qu'il y avait pas mal de collègues. Alors, je bossais en grande distrie à l'époque, et il y avait pas mal de collègues qui couraient. Et, euh, il y avait une course auquel il y avait pas mal de collègues qui allaient participer. Donc, c'était un petit peu l'excuse pour se lancer avec pas de PPG avant.
vraiment, je faisais pas de sport, quoi. J'étais vraiment pas sportif. Et j'ai commencé à courir et j'ai commencé à aimer ça, en fait, assez rapidement. Alors, les toutes premières sorties, pas du tout, hein. Je pense que toutes les personnes qui se souviennent des premières sorties de course à pied, je sais pas si on peut parler de plaisir, c'est-à-dire qu'on va courir. Moi, je suis sorti 10 minutes et je me suis dit, je pourrais jamais courir parce qu'en fait, on sait pas courir. On court un peu comme un âne, on court vite, et puis on se dit, c'est impossible de tenir la cadence. Mais j'avais téléchargé une petite application Nike Running Club ou quelque chose comme ça à l'époque, avec un petit test d'effort, un petit programme. Puis en fait, j'ai commencé comme ça et j'ai réussi à passer quelques milestones assez rapidement. C'est-à-dire le premier 5 kilomètres, ça c'est une vraie fierté. On se dit, waouh, je suis capable de courir 5 bornes, capable de courir 7 bornes, 8 bornes, etc. Jusqu'au moment où je me blesse et je me fais un syndrome de l'essuie-glace. Forcément, tout Voilà. débutant que je suis. J'ai jamais fait la périostite, mais j'ai fait le syndrome de l'essuie-glace assez rapidement. Bon, c'est un des deux souvent. Nickel. Et, euh, et puis là, bah pareil, là, à ce moment-là, blessure après 3 à 4 mois de course à pied, donc un gros stop. Puis j'ai fini par reprendre comme ça au fil du temps, courir, aller avec des collègues le midi courir. Et je dirais que le vrai, on va dire le côté sportif, le vrai développement du côté sportif, il est arrivé quand je suis arrivé sur Angers. Là, je me suis inscrit à une salle de sport. Il y avait des cours un peu HIIT, cardio, pas du CrossFit, mais on va dire l'étape juste avant. Et je faisais ça 3 à 4 fois par semaine. Il y avait un petit groupe de course à pied, donc je me suis mis à courir avec eux. Et il y a 2 ans, euh, je me dis que j'ai toujours kiffé le vélo, en fait. Attends, Je tu vas regardais trop le vite. Tour de Tu France vas quand trop vite. j'étais gosse. Et puis, Attends, tu vas trop je vite. vais Je trop veux, vite. je veux rester un petit peu justement sur cette découverte du sport. Encore une fois, j'adapte mon discours et mes questions à chaque invité, mais je pense que c'est intéressant pour quelqu'un qui a découvert le sport. À quoi? Tu as fini tes études? Tu avais 22, 23, 24 ans? Ouais, c'est ça, j'ai fait un master, donc j'avais 23, 24 ans. Ouais. Ouais, 24 ans, donc c'était il y a 8 ans, parce que tu nous as dit que tu en avais 32, t'as vu, je compte bien, hein, 32, moi, C'est ça, ça bon fait 8. mathématicien. Donc tu es arrivé il y a 5 ans à Angers, donc tu nous dis que tu as vraiment commencé à avoir le déclic sportif il y a 5 ans. Donc pendant ce temps-là, il s'est passé 3 4 ans où tu as découvert le sport en passant par la course à pied. Euh, il se passe quoi à ce moment-là? Au-delà des premières sorties, on est tous d'accord, et même au-delà d'être un débutant, je veux dire, si tu t'arrêtes pendant quelques mois ou quelques années pour blessure ou autre, quand tu reprends, bah, on est tous dans le même état, quoi. On va tous faire 4, 5, 10 minutes, un quart d'heure, on va tous arriver rouges comme des patates, en se demandant, enfin comme des tomates, en se demandant pourquoi on fait ça, pourquoi on s'inflige ça, et puis finalement on va tout de suite, on va rapidement trouver du plaisir. Mais toi justement, cette transition entre la difficulté, la douleur, le qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'inflige ça, comment je vais faire pour préparer quelque chose. Alors il y avait cet objectif de préparer une course avec les collègues, mais à quel moment tu sens ce petit déclic du plaisir déjà? Euh, En fait, le déclic, il a été très porté sur la data. C'était vraiment Tiens, un ça déclic m'étonne. d'accomplissement. Ouais. Non, mais c'était un côté accomplissement, en fait. C'est-à-dire que quand tu n'as jamais été sportif, quand tu étais nul en EPS, quand tu étais toujours celui, alors c'est un peu le cliché, mais qui est choisi dans les derniers quand on fait une équipe de foot, euh, c'est sûr que quand tu arrives à passer des étapes où tu te dis j'arrive à courir 5 bornes, j'arrive à courir 10 bornes, bah, ça amène une sorte, pour la première fois, en fait, tu es fier de toi quand tu fais du sport. Cette course-là, course magasin, je ne l'ai pas faite en fait, parce que j'étais blessé, je me suis fait l'essuie-glace et donc forcément, ça casse le truc, mais il y a la petite étincelle qui était quand même, qui était née à ce moment-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à plus avoir mal, j'avais envie d'aller courir le midi. C'est-à-dire que ma pause déjeuner, au mieux de la passer 1 heure, 1 heure et demie dans la cafétéria, je préférais aller courir 40 minutes, me doucher et repartir bosser après. À ce moment-là, tu avais déjà commencé à perdre du poids ou tu étais toujours, Ouais. entre guillemets, Alors, j'avais en bon commencé point? à perdre du poids, mais il y a eu en effet ce truc où je me dis, euh, enfin, je cours, je prends du plaisir, je perds du poids. À cette époque-là, je rencontre mon épouse qui change un peu mes habitudes alimentaires. C'est-à-dire que je commence à manger des légumes, je commence C'est quoi à, ce truc vert? à- Ça je existe? découvre, et ouais, je découvre qu'on peut s'alimenter autrement que par des pizzas. Ça fait le cliché, hein. Mais en fait, on va dire toute cette partie, enfin tout ce cheminement-là donne en fait un objectif où on se plaît un peu plus, où voilà, on sent qu'on est aussi plus léger à courir, avec à une époque où en fait limite je deviens trop mince.
C'est-à-dire qu'il y a le truc où, en fait, on ne sait pas où est la limite. Quand on n'a pas eu la limite pour monter en haut, on n'a pas la limite à un moment donné, dire bah, ça suffit, quoi. Voilà, apprendre à bien manger par rapport à ce qu'on fait par rapport aux calories qu'on dépense en sport, etc. C'est des trucs que j'ai appris des années après, qui aujourd'hui sont bien assimilés, mais au début, quand on a un peu l'objectif de perdre du poids, on se dit, attends, après la course à pied, je vais pas beaucoup manger parce que j'ai envie de perdre du poids. Alors qu'en réalité, si tu veux qu'il y ait de l'essence dans le moteur, si tu veux pas te blesser, bah, il y a le sommeil, il y a la nutrition, il y a la récupération. Donc, ce cocktail-là qui est juste essentiel. Ok, bah merci cette petite adjonction, ou en tout cas cet élément que tu spots, et on le redit régulièrement, hein, c'est pas en se privant de nourriture qu'on va maigrir, et c'est surtout pas en se privant de nourriture qu'on va progresser d'un point de vue sportif, parce que le corps, pour pouvoir progresser, il a besoin de s'entraîner, mais il a besoin de récupérer, et la récupération, ça passe par le sommeil et par l'alimentation, et par l'hygiène de vie de manière générale. Donc merci de l'avoir dit et redit. Donc on se replace il y a 5 ans, tu arrives à Angers, et c'est là que tu as un peu plus ce déclic de sport performance, on va dire. C'est ça. Alors, au début, je m'inscris dans une salle de sport angevine qui est pas une salle de sport classique comme la plupart des chaînes où là, on a accès aux machines et puis on se débrouille. En fait, c'est une salle de sport qui s'appelle Cap Adapt, qui, où on se mélange avec des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des coachs qui sont avec des valides et puis ils ont aussi cette partie pour les personnes pas valides. Enfin, il y a vraiment cet accompagnement qui est, que ce soit pour les valides ou les moins valides. Et j'avais bien aimé l'approche humaine en fait de la salle. Et bah, j'ai commencé à aller 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine dans cette salle de sport-là. Et donc là, c'était vraiment cardio, renforcement. Donc là, ça m'a permis de découvrir une autre phase du sport. Un peu ce côté, alors le mot, ce serait pas travailler son mental en quelque sorte, travailler la difficulté d'une séance, faire monter son cœur assez haut durant 1 heure. Vraiment du cardio extrême. Quand en course à pied, j'avais pas encore exploré ça. Je faisais pas de fractionné, je faisais des sorties course à pied où je partais tranquille, j'avais pas de programme. Là, le fait de mettre un peu dans le dur, ça m'a servi après quand j'ai commencé à faire des séances un peu plus intenses. Et puis dans cette salle-là, je rencontre un petit groupe, on va courir et là pour le coup, on s'inscrit à une course. Donc première course, un 15 km. Oui, parce que juste avant, tu n'avais jamais fait de course, tu J'avais courais jamais pour le mis un plaisir. dossard. C'est ça. Donc première course, un 15 bornes, parce que tu fais pas les choses à moitié, évidemment. Ouais, je fais pas les choses à moitié. Bah, il y avait un trail en fait. C'était un trail, une course nature, hein, parce que il y a 150 mètres de dénivelé. Donc, en soi, trail, c'est une course en sentier. Donc, on pourrait catégoriser ça comme un trail, mais pas avec un gros dénivelé. Il y avait un 6 km ou un 15. Donc, je me disais un 6 pour un peu frustrant. Quoique si on le fait à fond, hein, le 6 peut faire beaucoup plus mal que le 15. Mais bon, je me dis, allez, je pars sur le 15. Et j'avais jamais trop expérimenté avant ces distances-là, parce que moi, au maximum, je courais 10-12 bornes. Et 12 bornes, déjà, c'était déjà des grosses sorties. Donc, je fais mon premier 15. Et puis, j'étais content de faire découvrir un peu la course, découvrir ce côté un peu festif, côté voilà, où on s'encourage. Moi, je connaissais pas cet univers-là. Je me doutais pas qu'il y avait des gens qui étaient sur le bord de la route à nous encourager. Je trouvais ça vraiment génial. Ça permet quand on est un peu dans le dur, de relancer un peu la machine. Puis surtout à Angers, enfin, ils ont que ça à faire, les gens. Non, je blague, je blague, je blague. J'espère que l'Office du tourisme ne va pas nous écouter, sinon ils vont m'envoyer une fin de non-recevoir. Non, mais après, en plus, c'était vraiment une course sympa. Mais après, j'ai pas repris de dossard pendant, je pense, facilement 2 ans, parce que je pense que le dossard que j'ai dû reprendre après, c'était un autre trail, un 18 km ce coup-ci. Mais je fais pas les choses à moitié. Mais à l'origine, en fait, j'étais pas accroché par les dossards. Aujourd'hui un peu plus, parce que j'ai découvert une autre forme de sport. Mais à l'époque, j'avais vraiment ce truc de sport santé, de me dire que si je faisais du sport, si je mangeais bien, j'allais vivre plus longtemps, j'allais être en bonne santé, et c'est déjà un bel objectif de vie. Mais j'avais vraiment pas cet aspect sport performance que j'ai plus aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est que c'est déjà un bel objectif. C'est vrai qu'on court tous, entre guillemets, courir. On se fixe tous des objectifs sportifs, d'un dossard, d'une réussite sur une course, etc. Mais finalement, l'un des premiers objectifs, bah, c'est quand même le sport santé, c'est-à-dire que le sport nous serve à être en bonne santé et à pouvoir, bah, vivre vieux et bien. C'est ça, vivre le plus longtemps en ayant le maximum de ses moyens. C'est, quand je vois parfois certains triathlètes qui font des championnats du monde d'Ironman à 80 et quelques années, je trouve ça incroyable. C'est impressionnant. J'espère être à leur place dans quelques années. Ouais, c'est souvent des gens qui sont dans les pays, dans d'autres continents, parce que j'ai pas envie de dire nord-américain, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres continents. Après, beaucoup plus proche, on a le père de Frédéric Bello, Frédéric Bello qui est quand même, pour ceux de ma génération, une des égéries du triathlon. J'avais reçu son papa il y a 3-4 ans sur le podcast. À l'époque, il avait 80 ans et il faisait toujours un triathlon par an. Alors, pas du très long, il faisait distance M, mais tous les ans, il fait son triathlon, ses championnats de France, et tous les ans, il est champion de France, c'est le seul. Mais c'est déjà un exploit en soi d'aller au bout de ce genre de triathlon, quoi. Donc, ouais. Complètement. Les triathlètes, quand on s'abîme pas, on vit vieux quand même, mine de rien, parce que le triathlon, bah, en soi, c'est l'hygiène de vie. Complètement, entièrement aligné. Donc du coup, tu découvres le sport un peu plus, toujours sport santé, mais un petit peu plus performance malgré tout, ne serait-ce que dans ta pratique. Tu découvres d'autres formes de pratique, un peu de cardio, un peu d'intensité. Tu continues à courir, tu t'inscris sur une course, tu t'éclates. Tu mets 2 ans pour t'inscrire sur une autre course, un autre trail, entre guillemets, de 18 bornes. Et le vélo, à quel moment tu as le déclic du vélo? Alors moi, j'ai toujours kiffé le vélo, mais à la télé. Alors déjà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais j'adorais le vélo, en fait. J'adorais cet univers-là. Et ça, c'est ton côté data, en fait. C'est ton côté data. Ouais. Tu regardes le Tour de France, tu vois les data qui s'affichent. J'imagine que tu fais... Non, mais clairement, mais c'est un sport que j'ai toujours kiffé. Mais j'avais pas de vélo, j'aimais pas le... Enfin, j'avais pas de vélo, je pratiquais pas l'effort. Et un jour, je découvre Zwift, donc la plateforme d'entraînement virtuel. Et puis, on était en train de faire une salle de sport à la maison. Donc, on a acheté notre maison il y a 2 ans, et puis on avait une pièce au sous-sol, et on s'est dit, on va faire une pain cave. Ouais, les problèmes de riches. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette place? Écoute, chérie, si on faisait une salle de sport, allez. On met un jacuzzi ou pas? Bon, je sais pas, j'hésite. Non, on va mettre un hammam, c'est bien. Je blague. Après, la salle de sport était plus utile que la... Enfin, on n'a pas de hammam, je précise, mais c'est quand même plus utile dans cette question de préparation. Et en fait, je me suis acheté un home trainer. On m'a pris pour un fou quand j'étais au magasin de vélo pour m'acheter un home trainer, alors que j'avais pas de vélo. J'ai pris un home trainer tout connecté. Ils m'ont dit, ah oui, mais tu vas commencer le vélo par home trainer. Maintenant, c'est mes potes là-bas, mais qui m'ont pris pour un fou. Mais remarque, j'ai commencé comme ça. Mais remarque, c'est pas plus mal aussi de commencer un sport par peut-être une manière d'être guidé. Parce que du vélo, plus ou moins, on sait tous en faire. Quand on est gamin, on nous met sur un vélo, on nous apprend à pédaler. Ok, c'est comme marcher, c'est comme courir. Tout le monde sait courir après un bus. Ça veut pas dire qu'on est des athlètes et qu'on va courir un marathon, quoi. Et donc, commencer vraiment le vélo d'un point de vue sportif, d'un point de vue performance sur le home trainer, bah, ça peut te permettre tout de suite de prendre des bonnes habitudes. Surtout, tu l'as dit, tu as découvert un outil, en l'occurrence Zwift, qui va peut-être te permettre de faire quelques compétitions ou autres, mais qui va te permettre aussi de cadrer ton entraînement. Parce que sur Zwift, tu lances un programme, tu as une partie d'échauffement, tu as une partie d'intensité, tu as une partie de récupération, et puis après, tu descends du vélo. Mais voilà, ça te permet aussi d'avoir un semblant de template, de cadrage de ton entraînement. Ouais, complètement. Et puis en plus, moi, j'ai mon beau-père, le père de mon épouse, qui est cycliste. Donc elle, au début, ça lui faisait peur que je me mette au vélo parce qu'elle dit, ah, tu vas tomber, tu vas finir avec des grosses pizzas sur le corps. Donc il y avait vraiment cette appréhension-là. Donc Zwift, en fait, c'était le truc où je pouvais faire du vélo en sécurité. Il y avait comme tu dis, les programmes d'entraînement. Moi, j'ai fait pendant 1 an et demi, j'ai fait des programmes d'entraînement sur Zwift. Et ça m'a permis de progresser hyper vite avec, au début, mais je faisais 5 km à vélo, je me dis pourquoi j'ai acheté cette merde, quoi. Enfin, c'était clairement, je me dis, mais c'est un truc de torture. Et maintenant, sur Zwift, le dimanche matin, là, c'est arrivé il y a 2 semaines, il faisait vraiment pas beau pour courir, je me suis fait 128 bornes, 2500 mètres de dénivelé. J'ai passé 4h50 sur Zwift. Mais en fait, c'est un truc de triathlète, souvent on me dit.
c'est qu'en fait, tu as des mecs qui sont capables de passer 5 heures sur le home trainer. Et c'est vrai que j'ai ce truc où aujourd'hui, ça me gêne pas de passer du temps sur home trainer parce que j'ai construit ma pratique du vélo sur home trainer. Maintenant, quand je pars courir 3h30, 4 heures sur le vélo, même j'ai fait des 10 heures cette année à l'extérieur pour le coup en montagne. Bon, bah, ça me gêne pas parce que ça a travaillé mon endurance. Et ça a travaillé le mental, en fait. De dire que quand on travaille dans une pièce face à la télé pendant 5 heures, bon, bah, après, être en montagne avec des beaux cols, c'est encore plus magnifique. Il Tu n'y a pas m'étonnes. de problème. Dans un des épisodes que je vais release, que je vais publier dans quelques jours, mon invité disait qu'effectivement, pendant la période du Covid, il faisait 600 bornes par semaine de home trainer, quoi. Et ils sont même montés au-delà avec son épouse. Donc oui, ça a quand même cet intérêt de pouvoir en faire. Et ouais, je pense que c'est un truc de triathlète, hein, d'être borné, d'être buté. Tu mets Zwift ou tu mets la tablette, tu mets Netflix, hein, c'est le meilleur ami des triathlètes. Ah bah, Et puis voilà, tu le roules pendant combo. 3 heures non-stop, quoi. J'en ai fini des séries, hein. Juste, ton épouse, elle est sportive aussi ou pas du tout? Ouais, elle court. Pas triathlète. Elle fait pas de vélo, elle fait pas de natation, mais elle court. Bon, en ce moment, elle a une petite périostite depuis quelques mois, donc c'est un peu gênant. Mais ouais, elle est coureuse. Donc tu découvres la course à pied, tu découvres le home trainer. Après, j'imagine qu'à un moment, tu t'achètes un vélo, puis t'enlèves les petites roulettes et puis tu vas vraiment faire du vélo dehors. Ouais, c'est exactement ça. En fait, je m'achète un vélo. Donc, c'était tout début 2025. Donc là, on commence à raccrocher les wagons avec le présent. Et je commence à aller borner tout seul. Donc, les premières sorties vélo, je vais faire du 80-90 bornes. Euh, Parce que, bah, en fait, j'avais l'endurance de Zwift. C'est Donc, ça, j'allais dire, ça peut paraître énorme, 80-90 bornes pour des premières sorties. Mais tu as déjà l'endurance de Zwift, tu as déjà fait peut-être des séances de 1 heure, 2 heures, 3 heures sur le home trainer. Donc finalement, après, quand tu sors, c'est juste que tu es confronté à la réalité du terrain et dans la région angevine, ça va. Et puis au climat, éventuellement, tu prends une saucée, mais la caisse, tu l'as déjà pour faire ce que tu avais c'est l'intention de ça. faire. Ouais, c'est exactement ça, sans avoir par contre la technique de pédalage, la danseuse et tout. Au début, tu te rends compte que tu n'as pas la même inertie sur le vélo. Mais je rejoins vite un club de vélo en fait. Alors au début, c'est le petit club de ma ville, parce que j'habite en périphérie d'Angers. Donc je vais rouler le dimanche avec eux. Donc déjà, ça m'apprend les rudiments du peloton, savoir coller une roue. Parce que sur Zwift, c'est sympa, hein, on pédale en fait, tu pédales non-stop. Alors, à contrario, quand tu es dehors, tu as de la roue libre. Il y a des moments où tu es un peu plus en repos, tu es caché dans les roues. Mais par contre, ouais, il faut apprendre à frotter, il faut apprendre à passer les relais, etc. Donc ça, c'est passer de bébé cycliste à cycliste. Et puis, pile à ce moment-là, j'ai cette rencontre avec le triathlon. Alors, c'est un week-end comme ça. J'aime bien regarder des vidéos sur YouTube où je vois des cyclistes, des belles vidéos, etc. C'est vrai que ça me fait toujours rêver, notamment en montagne. Et puis je tombe sur un mec qui lançait une préparation d'Ironman. Et je sais pas pourquoi. En fait, au début, on a tous ce truc-là. On a la phase où on se dit, ouais, les gens qui font ça, ils sont tarés. Un peu comme, je pense, que ça fait le déclic aux premières personnes qui regardent ceux qui font l'UTMB ou des défis assez extrêmes. Et puis, je regarde une deuxième vidéo de sa prépa et tout. Et en fait, je me rends compte que la rigueur qui est associée à l'entraînement, l'enchaînement des efforts, en fait, ce que dégage cette préparation qu'il est en train de vivre, ça fait écho en moi, en fait. Il y a ce côté où je me dis, mais en fait, tout ce que je fais depuis des années, tout ce que je recherche dans le sport, bah lui, il est en train de le vivre. Et j'ai eu ce truc où je me suis dit, ben, j'ai envie de faire un Ironman. Bon alors attends, parce que je t'ai demandé comment tu avais découvert le cyclisme. Tu m'as expliqué que tu as été t'acheter un home trainer dans la cave, dans ta pain cave que tu venais d'aménager ou de construire avec ton épouse. J'ose pas te demander comment tu as découvert la piscine. Oh bah écoute, on avait 8000 mètres carrés de jardin, on a construit une ligne de 200 mètres et puis depuis je nage. Non, t'as pas fait ça? Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Mais en fait, j'ai eu l'envie. Je me suis dit, j'ai envie de faire un Ironman. J'avais jamais été à la piscine. Tu sais Du coup, ça, qu'il manque un c'était truc le quand même, samedi. faut nager un peu. Ah bah oui. Mais c'est là où je me dis, en fait, je pense que j'ai ce truc où je me suis dit, je savais pas courir. J'ai appris à courir. Je savais pas faire du vélo. J'ai appris à faire du vélo. J'ai réussi à faire mes premiers 100 bornes rapidement, etc. Je me suis dit, je sais pas nager.
Bon, bah lui, il savait pas nager, le mec que je suivais sur YouTube. Ou tu peux Donc balancer en des noms fait, d'ailleurs, on n'est pas à la radio, et puis au contraire, ça fera la pub. Eric Flack, c'est un Suisse qui fait pas mal de défis. Il a fait un marathon. Là, il vient de terminer un trail. Et en fait, dans sa prépa, lui, à l'origine, il savait pas faire du vélo. Il savait pas nager. Bon, je me disais que moi, je partais quand même avec le bagage vélo. Bon, lui, il avait déjà bouclé un marathon. Donc, il y avait ce bagage-là, course à pied, que je n'avais pas à ce niveau. Mais en natation, je me dis, il est parti de zéro. Et je me suis dit, pourquoi pas? Bon, je découvre ça le vendredi. Le dimanche, je suis à la piscine. Et là, je me dis, bon, j'ai failli me noyer, enfin, à ce moment-là, mais j'étais au bout de 25 mètres, je me dis, mais dans quoi je m'embarque, quoi. Et il y a un hasard de la vie qui fait que mon épouse, elle allait voir une personne qui fait du shiatsu, alors c'est des massages, etc. Puis moi, j'y allais aussi pour me faire un peu masser avec tout le sport que je faisais. Ça faisait du bien, ça me détendait. Et puis le lundi, moi, j'étais hyper enthousiaste. Ouais, j'ai envie de me lancer là-dedans, etc. Parce qu'elle sait que je fais du sport. Elle me pose des questions par rapport au fait que je fais du sport. Puis je dis, ouais, j'ai envie de faire un triathlon. Et puis j'ai envie de faire un Ironman. Et là, elle me regarde avec des grands yeux. Elle me dit, bah, mon mari, il est, comment dire, il est entraîneur de triathlon. Et il donne des cours à la piscine ce soir, à 21h. Et si ça t'intéresse, je peux lui passer un message et puis lui demander si tu peux venir ce soir. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première séance de triathlon, enfin de natation, vraie séance coachée. C'est comme ça que j'ai trouvé mon entraîneur de triathlon, parce que c'est mon entraîneur aujourd'hui, par ce heureux hasard. Et il m'a fait progresser en natation, il m'a fait progresser en entraînement de course à pied aussi, parce que là, ça m'a amené une structure, en fait, l'entraînement. Et spoiler alert, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de faire un Ironman. Mais en fait, J'allais... c'est le truc où je suis arrivé sur l'objet brillant de l'Ironman parce que c'est un peu comme ceux qui veulent se lancer dans le trail et puis qui voient l'UTMB avec le 100 miles direct. Et puis, en fait, à un moment donné, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'aller sur le truc le plus, on va dire, peut-être le plus mythique du triathlon aujourd'hui, mais je sais ce que ça implique, en fait, à date. Je sais ce que ça implique dans une saison. Et moi, mon sport, c'est pas le triathlon. Mon sport, c'est vraiment le vélo. Le sport qui me fait le plus kiffer, c'est le vélo. Et j'adore, mais je me verrais pas faire du vélo tout seul, en fait. J'ai besoin d'avoir ce côté. J'aime ce côté entraînement croisé et j'aime faire du triathlon. Et, et du coup, là, je vais faire un Ironman 70.3 au Sable d'Olonne en juillet prochain. La distance me plaît énormément parce que on reste sur un semi-marathon. Les distances à la nage, elles restent, on va dire, normales, 1900 mètres de natation. 90 km à vélo, ça rentre clairement dans mon scope. Et un semi-marathon aussi. Le côté Ironman complet, en fait, viendrait m'impacter sur d'autres compétitions que j'aime faire dans l'année, comme l'étape du Tour en vélo, comme d'autres cyclosportifs, comme d'autres compétitions. Et puis, est-ce que je suis prêt à aller me taper un marathon après avoir fait 180 km à vélo? Je sais pas pour le moment. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais en fait, ça remet aussi un peu où parfois on rentre sur un sport par un objectif, par quelque chose qui nous fait rêver. Et puis après, en découvrant le sport, en fait, on revient à de la lucidité et je pense qu'on reprend ce principe de progressivité. Moi, j'ai commencé avec un S, puis un M. Et déjà, j'ai trouvé un plaisir fou, des ressorts fous sur ces distances-là, sans me dire qu'il faut aller directement au format maximal. Et J'ai- ouais. je kiffe notre conversation parce que, encore une fois, je prépare pas mes épisodes. Alors, on a fait un petit call rapide, mais pour faire connaissance, mais pas pour préparer l'épisode. Et c'est ce que je dis toujours, quoi. En fait, oui, l'Ironman, c'est l'objet brillant. C'est bien qu'il y en ait qui viennent au triathlon par l'Ironman, full distance. Mais il n'y a pas que ça. Et puis, dans tous les cas, progressivité. Tu découvres le sport, tu commences par un S, puis un M, puis un L, puis après un Alpha Ironman qui est déjà assez proche du L, mais qui est aussi pour vivre l'expérience Ironman, parce que c'est une expérience aussi Ironman, en tout cas le label. Et puis après, tu vas sur des autres labels, évidemment, mais avant d'arriver à, alors c'est peut-être pas forcément l'étape ultime, mais en tout cas d'aller toucher le Graal, qu'est la distance Ironman, et sur le label Ironman, c'est encore mieux. Parce que finalement, tu vas aller peut-être te cramer les ailes à aller faire un premier Ironman, ça va être cool, ou peut-être pas, tu vas passer un bon moment, ou peut-être pas, et puis soit tu vas continuer, mais finalement, une fois que tu as fait un Ironman full,
Tu n'auras peut-être pas envie d'aller sur des distances plus courtes, sauf en prépa, mais en tout cas pas en objectif principal. Ou alors tu vas pas kiffer du tout, tu vas peut-être même te blesser et au final ça va te dégoûter, puis tu vas arrêter le sport. Donc progressivité, parce que de toute façon, le corps il pourra pas encaisser une prépa Ironman d'un coup si on l'a jamais fait. D'ailleurs, c'est marrant que je dise ça. Ce matin, je débriefais avec un podcasteur de mon expérience à Le Tilleux et il y a eu zéro progressivité dans cette démarche. Mais bon, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Non, mais j'apprécie en fait que tu dises ça parce que clairement, pour moi, tu fais partie des débutants encore. Tu as découvert le triathlon il y a 1 an. Et donc, qu'un débutant te dise vas-y doucement, commence par un petit, puis un moyen, puis un plus ou moins long, puis après un XL, c'est vachement intéressant, quoi. Et puis, je pense que ça dépend comment on vit les choses, mais moi, je vis le sport à travers un peu ce qui m'a fait rêver dans le monde professionnel. Et pas forcément sur la quantité, mais plus sur l'expérience en elle-même. Et typiquement, ce qui me fait rêver dans le vélo, c'est d'aller monter des cols mythiques du Tour de France, c'est d'aller sur des compétitions où je sais que je vais vivre une expérience. Et aujourd'hui, me dire, je vais aller faire un Ironman, par exemple. Imaginons, je prends un extrême en Estonie où tout est plat, où tu fais des boucles. Pour me dire j'ai fait un Ironman, ça me ferait beaucoup moins rêver que d'aller faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, par exemple, où je me dis je vais être sur un lieu incroyable, je vais vivre une expérience de fou, plus que d'aller chercher une médaille de finisher, en fait, aller chercher l'expérience. Et forcément, il y a des moments où on aime aller chercher la médaille, où on aime vivre. L'été dernier, j'ai fait l'étape du Tour Femmes du Tour de France. L'été prochain, je vais faire l'étape du Tour Homme. Mais en fait, il y a ce truc où tu montes des cols mythiques, où tu dis l'histoire s'est jouée à cet endroit-là. Moi, j'aime aller chercher ça aussi dans les compètes sur lesquelles je m'aligne. C'est de me dire, waouh, je vais vivre des choses qui peuvent qui me font rêver et qui sont chargées d'histoire, en fait. Allier l'utile à l'agréable. Enfin, l'agréable à l'agréable. Ouais, c'est ça. Et du coup, suite à ton spoiler alerte, où tu n'as peut-être plus envie de faire un Ironman finalement maintenant, en tout cas pas un full, tu l'as dit, ton prochain objectif, c'est un 70.3 ? Ouais, c'est ça. Je m'aligne sur le 70.3 des Sables d'Olonne le 5 juillet 2026. En fait, c'est une distance qui me plaît bien. Et de toute façon, quand je m'étais mis, je vais faire un full Ironman, je m'étais pas dit, je vais faire un full Ironman dans 1 an. Je m'étais dit, le full Ironman, ce sera en 2027, 2028. J'avais quand même cette idée de progressivité. Mais aujourd'hui, je sais même pas si je le ferai en 2027 ou 2028. Pour le moment, j'ai pas cet objectif-là. Mais en tout cas, je m'étais dit, j'ai envie en 2026 d'aller sur cette distance-là. Dans mon entraînement, chaque semaine, alors là, je sors d'une coupure, donc je fais un petit peu moins de volume sur la reprise, mais sinon, je cours un semi-marathon par semaine dans mon volume d'entraînement. La distance natation 1900 mètres, c'est chaque séance de natation est supérieure à ça. Et en vélo, il y a au moins une sortie par semaine qui est supérieure à 100 bornes. Donc en soi, il y a toujours un moment dans la semaine où je vais dépasser on va dire les distances minimales sans faire l'enchaînement des 3, bien sûr. Mais le bien préparé, l'objectif me semble tout à fait jouable. La petite difficulté que je me suis rajoutée, c'est que un peu moins de 3 semaines après, j'ai l'étape du Tour, qui est un beau chantier, 170 bornes et 5800 mètres de D+. Et 1 mois avant, j'ai l'AGF Mont Ventoux à vélo. Donc voilà, c'est histoire de complexifier un peu les choses. Mais en tout cas, je sais que je joue pas avec les limites de mon corps en fait en partant sur ces objectifs-là. Je sais que j'aurai la caisse pour faire ça si je me blesse pas. La partie full Ironman me laisse un peu plus de doute, notamment sur mes genoux en course à pied pour le moment. Ouais, mais ça va venir. On en parlera en off si tu veux. Teste les chaussures pieds nus, ça peut aider pour les genoux. Petit aparté, je reviens au sujet du jour. Tu parles justement de la préparation. Aujourd'hui, ta préparation, tu la gères comment? C'est toi qui l'as fait? Tu as un coach dans chacune des 3 disciplines? Tu as un coach de triathlon? Enfin, comment tu gères ta prépa? Alors, j'ai un coach de triathlon. Donc, il me coach sur les 3 disciplines, il fait ma programmation sur les 3 disciplines. Et j'ai un club de vélo à côté. Donc, je roule avec Angers Métropole Cyclisme 49, qui est un des clubs sur Angers. Donc, j'ai mes sorties avec le club. Je vais faire de la compétition avec le club aussi cette année. Je commence en Access 2, pour ceux qui connaissent un peu les catégories vélo. Donc,
j'ai mon coach à qui on a co-construit les objectifs de l'année. Je lui ai poussé une partie de mes objectifs aussi et qui vient me programmer ma semaine aussi avec mes impératifs, notamment mes sorties club en vélo. Et après, j'ai quand même cet aspect nutrition, cet aspect, on va dire, récupération et programmation de mes, on va dire, mes objectifs de temps que je fais pas mal avec la data, avec du chat GPT, où je suis vraiment dans l'analyse. En fait, j'essaie vraiment de m'inspirer aujourd'hui de ce que peuvent utiliser les professionnels. Je sais qu'au niveau de nutrition, je tends vers les 90 grammes de glucides par heure. J'essaye vraiment de maximiser cet aspect-là pendant les cours. J'essaie de maximiser ma nutrition avant, après. En fait, j'ai cette pratique du sport qui est un peu vers de la professionnalisation, on va dire, sans vouloir être professionnel. C'est-à-dire que j'adore vivre mon sport à 100%. Je dirais que c'est un peu comme un deuxième métier, mais un métier qui me rapporte rien, si ce n'est du plaisir, ce qui est déjà le principal. Ça me rapporte rien financièrement. Mais j'ai envie de me dire que si je m'engage à fond, si je mets autant d'heures de mon temps par semaine dans le sport, bah, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de minimiser les blessures, j'ai envie de ne pas avoir un coup de fringale et vraiment d'amener mon corps là où il peut aller et d'être le plus fier de moi à la fin d'une course. Ouais, tu nous emmènes justement un peu là où je voulais aller, puisque tu l'as dit, tu es consultant en data. La data, c'est ton métier. Je vais pas refaire ma blague de tout à l'heure. Et donc, toi, tu t'entraînes beaucoup à la data. Seul, tu extrais tes data, tu les analyses, tu les fais parler, ou tu t'en sers aussi pour échanger, pour élaborer l'entraînement avec ton ou tes entraîneurs. Parce que tu as dit que tu avais ton entraîneur de triathlon, enfin du club de triathlon avec qui tu co-construis tes objectifs de l'année, mais avec ton club de cyclisme, est-ce que tu discutes aussi avec un entraîneur? Est-ce que vous analysez les datas? Est-ce que, je sais pas, tu es partie prenante dans le club pour leur dire, ah, les gars, alors celui-là, on se met en V, on a une meilleure, on a un meilleur coefficient de prise du vent. Enfin, tu vois, jusqu'à quel point tu joues avec la data? Alors, au niveau, comme tu dis, prise au vent, etc., enfin, moi, il y a des mecs qui sont très, 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 très forts dans mon club là-dessus. Et honnêtement, je suis plus à l'écoute qu'à amener des choses aujourd'hui. Je suis pas dans un club de triathlon. Enfin, du moins, là, je vais en rejoindre un pour l'aspect licence parce que les passes compétition, c'est quand même, au bout d'un moment, ça coûte un peu cher. Mais c'est vraiment un club, enfin, c'est vraiment mon coach personnel. C'est-à-dire que c'est vraiment du one-one au niveau du triathlon, ce qui est quand même un avantage certain. Alors, j'analyse moi-même les chiffres, mais je lui pousse des choses. C'est-à-dire que, par exemple, après l'année dernière, si je prends l'exemple de l'étape du Tour Femmes, euh, je ne sais pas combien de temps je vais passer sur l'épreuve. Mais une semaine avant, je suis dans les Pyrénées, je monte le Tourmalet, je monte Otakam, je monte l'Aubisque, je monte pas mal de cols sur une semaine. Je prends l'intégralité de mes données .fit, .gpx dans mon Strava, dans mon Garmin. Je prends les bonnes données, j'interroge ChatGPT, je fais des croisements de données, etc. Et j'essaye d'avoir une estimation du temps que je vais passer sur l'épreuve. Et là où ça m'a bluffé, c'est qu'à 5 minutes près, je fais le temps qui m'avait été annoncé. En mieux ou en moins bien? En moins bien. Bon, après, il y a il y a les ravitaux, mais en gros, il m'annonce un 5 heures, enfin, je fais 5h58 et il m'annonce 5h52, un truc comme ça. Donc, j'étais assez bluffé, en fait, assez bluffé de ça. Alors, il peut y avoir plein de biais qui peuvent s'installer, c'est-à-dire que on peut se dire, ah bah c'est bon, je suis dans les temps, donc je vais pas me faire trop mal. Et puis, bah, il pourrait y avoir ce biais-là pendant la course, quand on a préparé sa course. Mais dans l'idée, j'ai trouvé ça intéressant que par rapport à ton historique, tu étais capable de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Et du coup, je suis parti sur l'étape d'après. Je me suis dit, OK, bah, je fais 1200 sur 7000 et quelques participants. Bah, qu'est-ce qui m'a manqué pour faire 500e, par exemple? Qu'est-ce qui m'a manqué pour faire 200e? Et c'est là où j'ai pris les données parce qu'elles étaient disponibles du top 200, du top 500. Et on avait des données à chaque passage, on va dire, de chaque checkpoint. Et du coup, ChatGPT me ressortait les endroits où j'étais en difficulté. Et ça m'a permis de me dire, OK, bon, bah là, stratégiquement, j'ai pas été bon à ce moment-là parce que j'ai pas pris les rouges, j'étais pas dans un peloton. Là, à ce moment-là, j'ai explosé dans la montée. Comment on peut travailler ça, en fait, sur le prochain cycle d'entraînement pour que je sois meilleur en ascension de col? Donc, par rapport aux data qui ressortaient, par rapport aux sensations que j'avais vécues sur la course, comment je peux améliorer ça? Et j'ai eu la même chose sur mon triathlon M. En fait, essayer de me dire,
par rapport à mes performances vélo, par rapport à mes dernières courses à pied, combien je peux estimer par rapport à mon dernier triathlon S, combien je peux estimer en temps, et derrière analyser en fait qu'est-ce qui m'a manqué pour je fais 50e sur 300 et quelques sur mon premier M, qu'est-ce qui m'a manqué pour faire top 25. Parce que j'ai quand même ce truc où j'ai envie non pas d'aller battre les autres, mais je me dis si je peux être le plus haut possible. C'est toujours un petit peu c'est toujours une revanche contre soi-même en fait, tout ça. C'est le mec qui n'était pas sportif à l'école, etc., qui d'un coup en fait fait beaucoup de sport et a des résultats au-delà de ses espérances initiales. Du coup, je me dis comment je peux maximiser ça. Et bossant dans la data, je sais que on a des capteurs. Moi, je porte toujours ma Garmin sur moi. Quand je fais du vélo, c'est pareil, j'ai mon petit ordinateur. Enfin, tu te dis, tant qu'à faire ces données-là, on a 500 indicateurs qui sont à disposition. On regarde 5-6 indicateurs à chaque fois. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont capables d'aller croiser des données qu'on ne regarde pas, qui sont capables d'aller checker des dérives cardiaques parce que t'as pas été, t'as trop donné à ce moment-là. Et c'est là où je dis que j'essaye un peu de professionnaliser, entre guillemets, ma pratique, tout en restant dans le plaisir de l'amateur. Je me dis, tant qu'à faire, si j'arrive à mieux me connaître moi, je vais savoir quand est-ce que je peux donner, quand est-ce que je m'écoute trop, parce que là, je me dis, je suis un peu trop dans mon confort, et puis je sais que j'en ai sous la main. Et à contrario, quand est-ce qu'il faut pas que j'en mette trop, sinon je vais exploser, quoi. Quand ChatGPT est embarqué sur la montre et puis sur le compteur de vélo pour pouvoir en live analyser tes données et te dire là, Romain, doucement, quand tu montes le Tourmalet, là ralentis un peu. Là. Non, mais j'en parlais il y a pas longtemps avec un confrère et je lui dis, en vrai, le futur de l'entraînement sportif, c'est pas avant, tu prépares ta course et tu sais ce que tu dois faire, tu gères tes watts, etc. Et puis après course, tu regardes si tu as fait. Demain, c'est un DS virtuel dans les oreillettes qui te dit, par rapport aux 50 premiers kilomètres que tu as fait, le plan a changé. Tu avais invité Joseph Mestrallet il y a pas très longtemps et c'est un mec que j'adore qui a ses 200 clones ou 2000 clones virtuels sur une course. Il fait ça avec des professionnels. Mais demain, potentiellement, une IA est capable de faire ça avec un amateur en temps réel et de dire, là, c'est le moment où il faut que tu attaques. Alors après, est-ce qu'on ne devient pas des robots, etc. Ça, c'est d'autres. Mais j'ai envie de dire que chacun voit midi à sa porte. On n'est pas obligé de tendre vers ça. Mais moi, il y a ce côté-là qui me plaît et je me dis, je m'aligne pas pour une course en me disant l'important c'est de participer. Moi, quand je m'aligne sur une course, c'est pour me donner, j'ai envie d'arriver à la fin, de franchir la ligne et me dire j'ai tout donné, quoi. Et j'y vais. Voilà, c'est sûr, on fait ça pour le plaisir, mais à la fin, quand on prend un dossard, c'est pas pour courir tranquillement en fraise, quoi. Ouais, et puis surtout au prix des dossards aujourd'hui, tu y vas rarement juste pour dire j'ai passé la ligne. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est clair. Écoute, on a fait un bon tour. Hein. Toi, ton expérience, ton passé, t'as donné même quelques tips. J'ai même pas eu besoin de trop te tendre le bâton. Tu le sais, la question signature du podcast, c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir triathlète ou pour devenir un bon triathlète ou un data triathlète. Enfin, vas-y, la question est ouverte. Moi, j'entends souvent des personnes qui me disent je fais pas de triathlon parce que la natation, c'est pas fait pour moi, en fait. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter de penser qu'on est triathlète, parce qu'il y a personne qui n'est triathlète. Il y a des gens qui vont commencer très tôt la course à pied, le vélo, parfois même la natation, mais la plupart du temps, c'est le point bloquant. Je pense qu'en fait, à partir du moment où ça nous titille, on se dit que le triple effort, ça peut être un sport qui donne envie. Faut pas se mettre ce blocage de la natation. Moi, c'est longtemps ce qui m'a bloqué, hein, parce que j'avais entendu parler du triathlon, etc. Mais j'avais ce truc où je me dis, je suis pas nageur. Je pense qu'il faut passer ce truc-là et pas hésiter à se faire accompagner. Parce que sans accompagnement, moi, personnellement, j'aurais été incapable d'arriver où j'en suis aujourd'hui et je serais incapable d'arriver où je vais aller demain. Donc, partir comme ça, tout seul à la piscine, je pense pas que ce soit forcément la bonne idée. Ça va peut-être servir à des personnes, mais l'accompagnement, il y a énormément de structures en France. Il y a plein de clubs. Sur Angers, il y a au moins 3 clubs. Il y a plein de coachs, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Et du coup, pas hésiter à se faire accompagner. Et à partir de là, honnêtement, il
il y a tout qui est à disposition pour devenir triathlète. Et puis un podcast, hein, n'est-ce pas, à écouter. Ouais, c'est ça. En parlant de podcast à écouter, ou plutôt de bons liens, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage, où est-ce qu'on te contacte si on veut avoir des infos, si on veut savoir comment est-ce que tu mets en place tout ce suivi de la data, de tes entraînements, ou peut-être même que tu vas te trouver des nouveaux clients qui vont te demander d'analyser leur propre data. Alors, je propose pas encore cette prestation-là, de pourquoi pas un jour. Après, pour me retrouver, moi j'ai lancé récemment un podcast où je raconte un petit peu ma pratique du triathlon. En fait, c'est parti du fait que j'écoute énormément de podcasts quand je cours. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas tant de podcasts francophones. Et j'étais souvent à court d'épisodes. Et du coup, j'ai lancé le mien. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Sinon, j'ai un compte Instagram où je partage maintenant ma pratique. Donc, c'est romain.endurance, où je mets un petit peu sous format vlog ma pratique de mon entraînement. Puis, on peut me retrouver sur Strava, Romain Trublard, où pareil, je suis assez actif. Et sinon, pour le professionnel, je suis sur LinkedIn, comme à peu près tous les indépendants. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous invite à aller écouter effectivement le podcast que tu produis. Et puis, comme ça, on se parle entre confrères, d'où le micro de star, de pro, avec lequel tu enregistres. Et je me suis longtemps posé la question, parce que j'enregistre principalement à distance, d'envoyer des kits d'enregistrement à mes invités. Alors, c'est un peu compliqué quand tu fais 3 enregistrements par semaine. Il faudrait que tu aies 3, 4, 5 kits d'avance et que l'invité suivant, il envoie à l'invité, enfin, l'invité précédent, il envoie à l'invité suivant. Donc, ça veut dire que d'un point de vue partage des coordonnées, il faut aussi que le suivant il soit d'accord pour partager ses... Bon, bref, anyway, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais ça n'empêche que ça apporte énormément de valeur d'enregistrer aussi, enfin d'avoir la qualité non seulement de l'invité, mais aussi la qualité du son en face, non ? Moi, je l'entends quand j'écoute des podcasts. C'est vrai que quand le son est bon, ça donne encore plus envie. Et puis en plus, j'écoute maintenant, j'ai le petit casque pour nager. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important d'avoir une bonne qualité quand tu nages, que le son n'est pas aussi bon que sur les écouteurs pour la course à pied. Bon, écoute, c'est noté. Hein. Je vais, juste pour toi, je vais m'efforcer d'améliorer encore la qualité du son. Écoute, Romain, merci beaucoup pour notre échange d'une excellente qualité, parce qu'au-delà de ce que tu avais raconté, j'ai aussi beaucoup apprécié la façon dont tu as de prendre la parole et d'expliquer, d'être très didactique dans ta démarche. Donc, merci pour ça. J'envoie tous les invités, tous les auditeurs et les auditrices vers ton podcast aussi, comme ça on pourra continuer un petit peu cet échange et à t'écouter. Et puis, rendez-vous au Sable d'Olonne pour voir un petit peu comment se passe ton analyse de ta data, de ton entraînement et forcément de ton entraînement. Avec grand plaisir. Et puis on aura peut-être l'occasion de s'en reparler à ce moment-là. Et j'ai hâte de vivre ça cet été. Nickel. Écoute, merci encore. Et puis à bientôt. À bientôt. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!